Alors le skateboard, après plusieurs essais artisanaux de planches montées sur des platines de roller, au départ le skate c'est un jouet. Ah, tu peux me le passer. Voilà, c'est un jouet qui est distribué dans les supermarchés avec des roues en ferraille et des trucks. Ça n'existait pas les supermarchés. Ça n'existait pas les supermarchés. Mais non. C'était dans les magasins de jouets. C'était les magasins de jouets, effectivement. Et celui-là, aux États-Unis, je pense qu'il était distribué dans des supermarchés. Voilà, roue en ferraille, donc ça faisait beaucoup de bruit, c'était très très casse-gueule. Et ça date de la fin des années 50. De cellulose, ça accroche un petit peu. C'était des roues en ferraille, c'était des roues en caoutchouc. Bon, le caoutchouc c'était moins évident parce que les graviers s'incrustaient dedans et ça dérapait. Et les trucks n'existaient pas encore. C'était un petit peu la tôle emboutie. C'était issu des trucks de patins à roulettes de l'époque. On ne parle pas encore de roller skate. Et on réussit à sortir une roue en uréthane. Et là, ça a été la révolution. La première roue du marché mondial s'appelait la Cadillac Wheels, du célèbre nom de la voiture américaine, confortable, etc., qui rendait la pratique vraiment sécurisante, beaucoup plus agréable, accrocheuse et moins bruyante que les roues en ferraille qui faisaient l'effet d'un train sur une voie rouillée. Avec des règles de l'athlétisme, du patinage artistique, du ski, enfin bref, j'en passe. À l'époque, il y avait 10 disciplines. Aujourd'hui, on gravite le skate autour du bol, autour du street, mais à l'époque, vous aviez le saut en hauteur, ce qu'on appelle aujourd'hui le hippie jump, le saut en longueur, il y avait la descente en ligne droite, donc le downhill, avec des skateboards qui étaient même carénés, où les mecs étaient allongés dedans, avec des petits parachutes, avec des records de vitesse absolus. Il y a un champion américain, Bob Stolberg, qui a fait 8 mois d'hôpital parce qu'il est parti en tonneau. Il y avait des grands slalomeurs. Donc, dans le slalom, on avait le slalom spécial parallèle, on avait le slalom géant. Il y avait la descente qui n'a rien à voir avec la vitesse, qui était vraiment la descente comme on connaît aujourd'hui l'école de montagne, comme on voit dans certaines publicités. Et puis il y avait bien sûr l'inévitable freestyle. Et là, le skate s'est ancré en France et ça a été le grand boom. Ça a commencé en 77, 78, ça a été un tsunami. Et là, il y avait des championnats de freestyle, de saut hauteur, de slalom parallèle, géant et de descente. Donc on avait 10 disciplines, donc ça veut dire qu'un skateur moyen de base à l'époque avait au moins 10 planches différentes. Imaginez le budget que ça pouvait comporter. Donc, il a commencé le premier fabricant français à fabriquer des planches françaises accessibles à toutes les bourses qu'on trouvait dans la grande distribution, dans les magasins de sport, comme la Hutte, Sport 2000. Et voici la fameuse Banzai KB, donc kickback, donc deux tails, à l'avant, à l'arrière. Alors qu'au départ, elles étaient toutes plates, glissantes, sans antidérapant. On pratiquait nu-pied, c'était quand même plus pratique parce que ça glissait moins. Et puis petit à petit, ça a évolué, ça s'est perfectionné. Et puis il y a le fameux monte-trottoir qui est derrière. Pourquoi? À quoi ça servait ce truc-là? Et ben ça servait que les gamins, quand ils étaient dans la rue, forcément, comme c'était une planche de ville, il fallait monter les trottoirs. Donc on les montait de face. On levait les roues avant, on les posait et on appuyait sur l'avant pour lever les roues arrière. Et puis ceux qui allaient un peu trop vite, ils arrachaient le truck arrière. Donc c'est rigolo parce que ce monsieur-là est un ancien steward de UTA et il avait des connaissances dans l'aviation. Et puis on s'est dit pourquoi pas, parce qu'en fait, la symbolique c'était skater dans l'aviation, dans un avion et sur les ailes d'un avion pour dire ça vient des États-Unis, n'est-ce pas? Donc c'était un petit peu le lien qui avait été créé à ce moment-là pour, pour dire voilà le truc nouveau, révolutionnaire. Et effectivement c'est révolutionnaire parce que c'est encore là aujourd'hui et encore mieux, encore plus fort. Et avec tout ça, avec toute cette évolution-là, ça fait que les skateparks poussent comme des champignons. Je vous fais grâce de toute l'évolution entre 70 et à nos jours parce qu'il y aurait de quoi raconter aussi. Je vais vous montrer, j'ai commencé le skate en 76, 77. Et j'ai commencé par la Banzai que vous avez vu avant. Et j'ai eu la chance de rencontrer un skater qui était le neveu de ma voisine et qui m'a filé une super board. Il m'a filé une Fibrotex, je vous montrerai, mais il m'a surtout filé celle-là. Et cette board, en fait, je l'ai skatée de 78 jusqu'à 83. Alors je suis board. Alors c'est des très belles planches, les Sims. Alors ce qu'on peut voir à l'époque aussi,
au début, on voit le nom du fabricant en dessous. Mais jamais, il n'y avait pas le nom du skater comme aujourd'hui. Il n'y a pas de modèle pro au début. Donc les planches au tout début, elles étaient décorées que d'un seul côté. Soit il y avait le nom de la marque d'un côté ou de l'autre. Donc selon les planches qu'on collectionne, on montre la face arrière ou la face avant. Vous savez pourquoi ça s'appelle Pure Juice? Ah non. Alors Sims a commencé à faire des planches dans 71-72. Et il a utilisé un terme anglais. Pure Juice veut dire dans le monde du surf, gros puissant. Et son magasin, il l'avait appelé Sims Pure Juice. Les gens lui rentraient pensant qu'il vendait des jus de fruits. Et ça n'a pas marché. Et il s'est mis après en mèche avec un gars qui s'appelait Michael Hayes et qui était lui fabricant de bateaux. C'est pour ça que vous retrouvez cette particularité de Superlight chez les Sims. Il a sorti les Superlight et la différence avec les autres planches, c'est que vous voyez que ça ressemble à du bois de bateau. D'accord. Un peu de marqueterie dedans. On le retrouve sur les modèles que vous avez là-bas. Voilà.